Bienvenue sur Ivoire TV. Aujourd'hui, nous parlons du notaire et de l'acte notarié. Le notaire, qui est-il? Qu'est-ce qu'un acte notarié? Qui peut s'offrir un acte notarié? Dans quel cadre et à quel prix? Quel est le rôle du notaire? Ce sont à toutes ces interrogations et à bien d'autres auxquelles nous tenterons de répondre dans cet entretien avec Maître Mawa Koné. Elle est la présidente de la Chambre des notaires de Côte d'Ivoire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Bonjour Maître. Bonjour Maryse, comment allez-vous? Bien, merci. Merci de nous recevoir ici dans votre étude. Voilà. Alors, première question, Maître, comment devient-on notaire? Eh bien, pour devenir notaire, il faut savoir que c'est une profession juridique. Donc, il faut déjà faire des études de droit, le tronc commun jusqu'à la maîtrise. Bon, il y a des écoles spécialisées de notariat dans lesquelles on fait le DSS notarial ou le DSN notarial pour bien approfondir la profession de notaire. Parce que pour devenir notaire, il faut apprendre vraiment le droit. Le notaire a une formation pluridisciplinaire. Donc une fois que vous avez fini de faire ces études, vous devez entrer dans une école de notariat purement et simplement. Est-ce qu'il en existe ici en Côte d'Ivoire? Pour le moment, non, mais nous sommes en train. Nous avons rédigé le test sur l'école de notariat que nous avons déposé auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice, pour que les aspirants à la profession de notaire, une fois la maîtrise terminée, puissent entrer dans cette école-là et, n'est-ce pas, essayer d'apprendre le notariat dans sa profondeur pour pouvoir devenir notaire. Mais dans l'état actuel des choses, après la maîtrise, celui qui a envie de devenir notaire doit nécessairement faire une formation pratique. Et cette formation pratique se fait chez un notaire. Et la formation requiert la rédaction des actes, les formalités. En tout cas, vous commencez par la base. Parce qu'un notaire qui ne connaît pas les formalités à faire ne peut pas être un bon notaire. Un notaire qui ne sait pas rédiger les actes ne peut pas être un bon notaire. Un notaire qui ne maîtrise pas sa comptabilité, c'est-à-dire la gestion des clients, ne peut pas être un bon notaire. Donc il y a cette formation-là pratique que l'aspirant à la profession notariale doit subir dans une étude de notaire. Et au bout de cette formation pratique, le notaire, l'aspirant notaire va déposer sa candidature auprès du ministère de la Construction, du ministère de la Justice pour demander à ce qu'on lui crée une charge. Et lorsque les charges sont créées, il faut savoir que les charges sont créées par le ministère, le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Et les charges sont créées auprès des tribunaux de première instance. Donc lorsque la chancellerie estime que dans telle ou telle région, il faille créer des charges, elle crée des charges. Et c'est après ça que les postulants à la profession de notaire qui ont subi la formation pratique, on appelle ça le SAGE, qui ont subi le SAGE pratique dans des études de notaire, peuvent à la fois subir l'examen professionnel pour le contrôle des connaissances. Ils sont ensuite nommés. Et lorsqu'ils sont nommés, ils prêtent serment auprès de la juridiction. Et à partir de ce moment, parce que si on vous nomme par exemple auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, vous allez prêter serment dans ces lieux. Si on vous nomme à Gagnoua, si on a un exemple banal, vous allez prêter serment auprès du tribunal de Gagnoua. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc ne devient pas notaire qui veut. C'est vraiment une profession qui est très très réglementée parce que on en reviendra puisque il faut parler quand même de ce que c'est que l'acte notarié. Oui, mais il faut savoir que le notaire est un tiers de confiance. Voilà, c'est une personne à laquelle l'État a délégué une parcelle de la puissance publique pour pouvoir donner le caractère d'authenticité aux actes qu'il reçoit de la part de ses clients. Donc pour ce faire, le notaire doit être une personne vraiment intègre, une personne qui est correcte, qui travaille avec probité. Donc on ne peut pas nommer n'importe qui comme notaire. Et même avant de pouvoir sélectionner parmi les postulants qui ont déposé leur demande auprès de la chancellerie, il y a une enquête de moralité. En tout cas dans les tests. Voilà. Cette enquête, est-ce qu'elle est faite, est-ce qu'elle n'est pas faite, je ne sais pas, mais il y a une enquête de moralité qui doit être faite parce que vous manipulez les fonds des personnes. Donc vous devez être quelqu'un de propre, quelqu'un de correct, quelqu'un qui n'est pas assimilable
à un manipulateur ou à un escroc. Voilà, donc le notaire, c'est vraiment une personne digne de confiance. C'est pour ça que pour devenir notaire, la procédure est bien tracée. Alors tout à l'heure, vous nous parliez de charge. Qu'est-ce que on doit comprendre à travers charge? Mais quand je dis charge, c'est l'office. C'est l'office que, j'ai dit tout à l'heure que la chancellerie, je vais parler du ministère de la Justice, mène des enquêtes pour savoir si dans telle ou telle région, on a besoin vraiment de la présence d'un notaire. Parce que il faut savoir que tous les citoyens dans un État ont besoin quand même de la sécurité juridique. Et cette sécurité juridique qu'offre le notaire doit profiter à tout citoyen où qu'il se trouve. Alors si par exemple on estime qu'à Odiéné, je vais vous donner un exemple, à Odiéné, il n'y a pas de notaire. Voilà. Et si on estime qu'aujourd'hui à Odiéné, il y a besoin d'installer des notaires, ben le ministère va créer, n'est-ce pas, une charge. C'est ce qu'on appelle la charge. C'est-à-dire qu'elle va dire à tel endroit, à Odiéné, nous créons 2 ou 3 charges de notaires. Ça veut dire que désormais, si on nomme des notaires, ces personnes-là peuvent venir officier à Odiéné. Alors, ces notaires qui sont nommés travaillent pour le compte de l'État ou pour des particuliers? Eh bien, il faut comprendre que le notaire a une fonction hybride. C'est un officier public. C'est ça la définition de notaire. C'est un officier public assermenté, c'est-à-dire qu'il prête serment avant d'entrer en fonction, et établi délégataire de la puissance publique, c'est-à-dire que l'État lui délègue une parcelle de l'autorité publique pour recevoir les actes des partis qui viennent le consulter, pour donner à ces actes-là le caractère d'authenticité et pour conserver la date, pour en conserver le dépôt, pour pouvoir délivrer des expéditions, des grosses ou des copies. Cela veut dire quoi? Que le notaire, qui est quand même délégataire de la puissance publique, lorsqu'il signe un acte, il le signe au nom de l'État qu'il a investi de cette parcelle de pouvoir public. Ça veut dire que l'acte qu'il signe, qui devient un acte authentique, a une valeur probante. L'acte est censé contenir que du vrai. Et c'est un moyen de preuve très puissant. Parce que vous savez que nous sommes dans un pays de la preuve par écrit. Lorsque vous êtes en litige avec quelqu'un et que vous accusez cette autre personne de vous avoir fait subir un préjudice, vous devez apporter la preuve. Cette preuve-là, elle doit être écrite. Voilà. Et en termes de preuve, l'acte notarié, qui est un acte censé être vrai, censé contenir que du vrai, et a une force probante, est la meilleure preuve possible qu'il soit. C'est pour ça que le notaire, on dit qu'il donne la sécurité juridique. Parce que lorsque vous avez un acte notarié en main, face à une personne qui n'a pas d'acte notarié en main, vous êtes sûr d'être en bonne position. On est en train de parler de est-ce qu'il travaille pour le compte de l'État ou oui, pour des particuliers? Voilà. Donc je disais que le notaire, bien qu'ayant été nommé par l'État, Oui. bien qu'étant un officier public assermenté, le notaire travaille dans un cadre purement indépendant, comme un chef d'entreprise. Vous voyez, là, vous êtes venu aujourd'hui, je suis dans mon étude, j'ai mes travailleurs, je les paye, je paye les impôts, je paye la facture de courant, je paye le téléphone et tout. Donc, j'agis exactement comme un chef d'entreprise. Mais cela ne veut pas dire que je ne suis pas un officier public. C'est l'État qui m'a donné la puissance publique. Donc, je suis délégataire de la puissance publique. Mais je travaille dans un cadre indépendant. Voilà, comme un chef d'entreprise. Donc, je paye toutes les charges qu'un chef d'entreprise paye. Okay. Voilà, donc c'est ça la fonction hybride de l'État. Officier public, mais travaillant dans un cadre indépendant. Mais en même temps, nous faisons beaucoup de choses pour l'État. Par exemple, en termes de recouvrement d'impôts, le notaire recouvre gratuitement les impôts pour l'État. Voilà, le notaire contribue à assainir le tissu économique. Parce qu'il y a une traçabilité au niveau du notaire pour tous les actes qu'il établit. Prenons un exemple. Lorsque vous venez me voir pour faire un acte d'acquisition de biens, je vais prendre toutes les précautions préalables, vérifier si le bien est au nom du vendeur, si le bien n'est pas menacé de saisie, si le vendeur est bien le propriétaire, s'il est marié légalement ou pas. En tout cas, avoir pris toutes les précautions, si le bien n'est pas frappé d'impôts et tout, mais même s'il y a des impôts, on paye les impôts et pourvu que la transaction soit possible. Et lorsqu'on finit de faire cette transaction-là, dès qu'on signe, le notaire va mettre l'acte au répertoire.
On a un registre ici, un grand registre qu'on appelle le répertoire. Donc je mettrai l'acte au répertoire pour que la date soit consignée. Le jour où vous n'êtes pas en vie, même si vos enfants ou vos arrière-petits-enfants veulent avoir un exemplaire de cet acte-là, ils viendront, il suffit qu'on me donne les références, on regarde au répertoire, on saura que Maryse avait fait un acte ici. Donc on va le mettre au répertoire, première traçabilité. Et une fois qu'on le met au répertoire, on va l'emmener au service des impôts pour pouvoir enregistrer. Le receveur va regarder le contenu de l'acte, lui aussi va mettre sa date d'enregistrement. Et à partir de ce moment-là, on paye les droits d'enregistrement. Donc, deuxième traçabilité. Et quand l'acte revient, actuellement nous sommes d'ailleurs dans la formalité unique, avant on déposait, et lorsque la minute revenait, on établissait des expéditions qu'on déposait à la conservation foncière. Actuellement, c'est une formalité fusionnée. Donc, quand je dépose pour enregistrement, je paye en même temps les droits pour la mutation au livre foncier. Et donc, le conservateur qui reçoit l'acte va transcrire au livre foncier en marge du nom de celui qui vous a vendu, le nom de Maryse. Parce que Maryse devient maintenant le propriétaire du bien. Donc vous voyez, il y a une traçabilité de choses sur l'opération. On saura que hier, M. Quadio qui vous a vendu le bien était propriétaire, mais qu'aujourd'hui, c'est vous qui êtes devenu le nouveau propriétaire. Donc il y a, dans la chaîne foncière, il y a un suivi. Donc c'est cela qui fait que le notaire contribue vraiment à assainir le tissu économique, à faire mettre à jour les registres de l'État, qui sont des moyens de preuve. Et ensuite, le notaire contribue à la paix. Pourquoi? Parce que le notaire est un juge de la prévention des litiges. Puisque le notaire ne prend pas parti pour l'une ou l'autre des parties à l'acte. Le notaire essaie de rédiger un contrat vraiment équilibré qui prenne en compte les intérêts de chacune des parties. Il ne prend pas parti ni pour l'une des parties ni pour l'autre. Mais il fait en sorte que les deux parties au contrat se retrouvent dans le contrat. Donc ce contrat-là, si chacune des parties exécute son engagement, il n'y aura pas de problème. Donc il évite en fait, l'acte notarié évite en fait qu'il y ait des contentieux. C'est en cela qu'on dit qu'il contribue à la paix sociale. Mais n'empêche, vous savez, dans la vie, il y a toujours des personnes cupides qui se croient plus intelligentes que les autres. Mais même si le notaire a pris toutes ces précautions, il peut y arriver qu'il y ait contentieux. Et s'il y a un contentieux, à ce moment, le notaire n'est plus dans la danse. Ce sont maintenant les avocats qui prennent le relais, parce que l'avocat va se battre pour défendre son client. C'est la différence entre l'avocat et le notaire. Le notaire est impartial, mais l'avocat, lui, se bat pour son client. Voilà, il prend parti clairement. Dès lors qu'il rentre dans la danse, il est sûr qu'il se battra pour son client. D'accord. Alors, nous allons parler justement de l'acte notarié. Qu'est-ce qu'on peut appeler acte notarié? Eh bien, l'acte notarié, c'est ce que je viens de vous dire, c'est l'acte qui est dressé par le notaire. C'est-à-dire, vous venez voir le notaire, vous voulez faire, je ne sais pas, prendre un emprunt auprès de la banque. La banque va vous demander de donner une garantie hypothécaire, mais vous viendrez voir le notaire pour que le notaire reçoive l'ouverture de crédit pour vous, qui va constater que vous avez demandé un prêt à la banque, que la banque a accepté de mettre ce prêt à votre disposition, moyennant telle ou telle garantie immobilière, et donc c'est ce qu'on appelle l'acte notarié. Donc en fait, l'acte notarié, c'est l'acte qui est reçu par un notaire. Et cet acte-là est un acte authentique, qui est assorti de la force probante, que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire la force de preuve. C'est une force, ça voudrait dire que l'acte notarié a la même force qu'un jugement rendu en dernier ressort. Vous savez, lorsque vous allez au tribunal et que vous engagez un procès, vous pouvez gagner le procès en première instance. Mais en première instance, si vous gagnez, la partie adverse va faire appel. Vous allez en appel, vous gagnez, elle va se pourvoir en cassation. Mais quand la Cour de cassation a décidé, c'est fini. Il n'y a plus de recours. Donc quand le délai est passé, c'est un jugement qui est passé en force des choses jugées. Et l'acte notarié a cette force-là. C'est-à-dire que pour annuler un acte notarié, il faut utiliser la même procédure que l'on utilise pour annuler un jugement rendu par le tribunal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la force probante. Ensuite, l'acte notarié est assorti de la force exécutoire. Je vous ai donné un cas tout à l'heure. Lorsque vous avez contracté un prêt auprès de la banque et que le notaire a reçu l'acte, le notaire va délivrer une grosse à la banque. Cette grosse que la banque a, elle est exécutoire sur tout le territoire national. C'est-à-dire que si demain vous ne payez pas, avec cette grosse-là, la banque peut vous saisir.
Elle n'a même pas besoin d'aller procéder à des procédures, comme on appelle ça, au niveau du tribunal, pour prouver déjà que vous lui devez et que vous n'avez pas payé. Voilà. Donc, ces documents-là prouvent que effectivement, elle vous a donné un prêt et que donc elle peut vous poursuivre pour pouvoir récupérer son argent. Et aujourd'hui même, il y a des clauses qu'on peut mettre dans l'acte de prêt, qu'on appelle la clause compromissoire. C'est-à-dire que dans l'acte, la banque peut demander que lorsque le débiteur ne paye pas, je m'octroie la propriété de ce bien-là immédiatement. Donc il n'y a même pas à aller faire des saisies, la banque s'octroiera ce bien-là. Donc c'est dit que l'acte notarié a vraiment un caractère très très fort. Alors, est-ce que le notaire est accessible à tous, à toutes les bourses? Évidemment, le notaire est accessible à toutes les bourses. C'est le message que je porte régulièrement à l'attention de la population. Vous savez, dernièrement, nous avons fait la caravane. L'objectif de la caravane, c'était quoi? C'était de dire que la consultation notariale est utile et gratuite. Parce que le commun des mortels en Côte d'Ivoire ici pense que le notaire est une personne établie pour les riches. Et donc, elles qui n'ont pas vraiment cette richesse-là ne peuvent pas accéder au notaire. Mais ce n'est pas vrai. Le notaire est accédé. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour la population. Déjà, rien que pour vous prémunir, vous pouvez venir demander conseil. Vous venez, bon, je vais faire un testament pour telle ou telle raison. Qu'est-ce que vous me conseillez? Le notaire va faire, au terme d'un questionnaire auquel vous ferez répondre, le notaire va vous dire quelle est la meilleure procédure pour vous. Est-ce que c'est une donation que vous devez faire? Est-ce que c'est un testament? Est-ce que c'est un testament partage pour partager vos biens de votre vivant? Le notaire va vous donner les solutions pour ne pas que vous vous trompez. Peut-être au sortir de là, vous allez venir trouver le notaire pour lui demander de lui-même rédiger le testament, qui sera alors un testament authentique. Alors qu'en venant ici, peut-être que vous avez l'intention vous-même de rédiger votre testament, alors que vous n'êtes pas juriste. On rédige un testament pour éviter qu'après son décès, il y ait des palabres entre ses ayants droit. Mais si vous ne connaissez pas le droit et que vous rédigez mal le testament, mais après votre décès, c'est les palabres. Alors que c'est ce que vous avez voulu éviter. Donc le notaire, à travers le conseil qu'il donne, le notaire vous évite vraiment des écueils. Donc le notaire est accessible à tout le monde, ne serait-ce que pour cette première raison. Alors, maintenant, deuxième raison, oui, parce que vous avez parlé des coûts. Oui. Deuxième raison, et je dirais que, vous savez, les frais de notaire, la tarification faite par le notaire est fixée par voie de décret. Ne pensez pas que chaque notaire se lève comme ça et puis donne un prix à l'acte qu'il rédige. Non, justement, pour permettre à toute la population d'avoir accès au service public notarial, parce que nous sommes astreints à un service public de l'authenticité, la loi a décidé de fixer pour chaque type d'acte la façon de calculer les émoluments du notaire. Donc, chaque citoyen peut avoir accès au notaire. Le tarif, il est même pour tout le monde. Et je vais vous dire, c'est une sorte de péréquation. Il y a des actes, des petits actes, dont les émoluments sont très faibles, et puis il y a des gros actes dont les émoluments sont élevés et les deux se contrebalancent. Mais les gens s'imaginent que, déjà eux-mêmes, ils se mettent une barrière, en se disant que le notaire est établi pour les riches. Donc il ne peut pas avoir accès au notaire. Non, vous venez, je vais faire tel acte, mais qu'est-ce que ça va me coûter? Mais le problème chez les Ivoiriens, et ça je l'ai remarqué en 20 ans de notariat, c'est que souvent ils ont envie de poser un acte chez le notaire, et puis, je ne sais pas, ils ne s'imaginent même pas qu'il y a des coûts. Parce que, avant de pouvoir vous engager, il faut que vous ayez vraiment, d'abord que vous ayez pris la décision de faire tel ou tel acte. Oui. Parce que vous avez mûri le projet. Ensuite, que vous soyez renseigné pour savoir quel est le coût. Aujourd'hui, si vous allez sur la plateforme du portail des notaires, nous avons une plateforme, un site web, www.notaire.ci. On a même mis la méthode de calcul. Donc, vous faites une simulation et avant de venir, vous avez une idée de ce que vous allez avoir à débourser comme frais. Et lorsque vous faites là, qu'on vous donne la note de frais, vous regardez, voilà, comme ça vous êtes préparé. Si vous n'êtes pas préparé à ce moment-là, vous allez vous préparer et quand vous revenez, vous êtes sûr d'avoir les moyens de payer. Mais les Ivoiriens font le contraire. Ils prennent la décision de venir, je ne sais pas s'ils s'imaginent que c'est gratuit, mais ils arrivent et quand on a fini, quand on leur donne la note de frais, ils sont étonnés. Mais sachez une chose, c'est que la tarification qui est faite sur le notaire comporte 3 rubriques. Il y a d'abord les droits qui sont payés à l'État et aux collectivités locales.
c'est-à-dire les droits d'enregistrement, la taxe foncière, etc. Il y a ce qu'on appelle les débouts. Les débouts, c'est tout ce qui est payé par le notaire à d'autres personnes, mais pour le compte du client. Par exemple, si je vends une maison, par exemple, qui dépend, vous venez me vendre une maison qui dépend d'une copropriété, peut-être que vous devez des charges de copropriété que vous n'avez pas payées. Mais ce n'est pas le nouveau acheteur qui va être redevable de cela. C'est vous, Marie-Lise, qui êtes propriétaire, qui devez payer ça. Donc, dans le prix, on se mettra d'accord et le notaire va retirer ça pour payer. Ça, c'est des débouts. Si par exemple, je dois aller à Daloa pour aller faire des investigations pour votre compte, mais je vais prendre le transport dans votre argent, tout ça, c'est des débouts. C'est de l'argent que je récupère, qui figurera dans la note de frais, parce qu'il faut que je vous fasse un compte rendu fidèle, mais ce n'est pas de l'argent qui rentre dans ma poche. Et maintenant, la troisième rubrique, c'est les émoluments de notaire. Et ces émoluments de notaire, l'État les a fixés rubrique par rubrique, tranche par tranche. Donc, quand on va chez le notaire, il faut savoir qu'on paye une facture, mais laquelle facture comprend le travail, la rémunération du travail fait par le notaire, les droits qui sont payés à l'État et aux collectivités, et puis les débouts qui sont payés à des tierces personnes pour le compte pour votre compte, parce qu'on doit faire l'opération pour vous. Donc ça, c'est important que la population comprenne. Donc tout ça étant rassemblé dans une facture, quand on voit la facture, ah mais le notaire est cher, mais le notaire est cher. Mais nous sommes aussi, nous travaillons pour le compte de l'État. D'accord. Alors pour un testament par exemple, combien doit-on débourser pour avoir cet acte? Bien, ça dépend. Vous savez, il y a plusieurs types de testaments. Il y a le testament holographe. C'est-à-dire que le testament, que le testataire lui-même, c'est-à-dire la personne qui a envie de faire le testament, c'est là qu'on appelle le testataire. Elle prend sa plume, bon, on suppose qu'elle a pris des conseils et qu'elle sait comment elle va rédiger le testament. Elle rédige son testament, elle met sous pli fermé dans une enveloppe, et puis elle vient déposer chez le notaire. Le notaire va ouvrir un registre dans lequel sera mentionné le nom de la personne qui a déposé le testament. On lui demande un droit de garde. Ce droit de garde-là, il ne dépasse pas vraiment 20 000 francs. Il ne sait plus, c'est 20 ou 25 000 francs. Le jour où la personne décède, les ayants droit vont retrouver le reçu et puis viendront voir le notaire. Quelquefois même le notaire apprend dans les journaux que la personne est décédée. Si on avait donné des contacts ici, on appelle les ayants droit, on dit voilà, il y a un testament qui est ici de la part de votre papa. Et maintenant le notaire va prendre rendez-vous auprès du président du tribunal, du lieu où la personne est décédée, pour aller faire l'ouverture du testament en présence de toute sa famille. Quand je parle de la famille, je parle des enfants, de l'époux ou de l'épouse. Voilà. Et on va lire le testament. C'est à ce moment-là que tout le monde va prendre connaissance du contenu du testament. Et le greffier qui sera à l'ouverture du testament va adresser procès verbal qui sera déposé au rang des minutes du notaire. Et à partir de cet instant, le notaire va commencer à régler la succession en se conformant au testament. Deuxième cas de figure. Que vous avez découvert Ivoire TV.